Bonjour. On se bat toujours en Jordanie et en dernière minute, nous apprenions qu'il y aurait en ce moment même des manifestations dans les rues d'Amman, des manifestations de Palestiniens, et cela malgré le couvre-feu. Si cette information qui est transmise par la radio palestinienne est exacte, cela viendrait confirmer le sentiment que l'on a depuis quelques heures, à savoir que les Palestiniens marquent des points. En fait, le roi Hussein n'a pas pleinement et de loin réussi son coup de poker. Il n'a pas réussi à éliminer rapidement et définitivement le mouvement palestinien. Par là même, les Palestiniens, par leur résistance, par les points qu'ils ont marqués, sont en train de créer au Moyen-Orient un nouveau rapport de force, un nouvel état de choses qui rend en fait toute solution politique maintenant extrêmement difficile et extrêmement dangereuse. Mais avant d'en venir aux conséquences politiques de ce qui se passe, essayons de faire le point, pour autant qu'on le peut, de la situation sur le terrain. Alors tout d'abord, la capitale, Amman. À Amman, c'est relativement simple, puisque ce matin, le maréchal Madjali décide de lever le couvre-feu. À peine a-t-il pris cette décision que la radio d'Amman annonce « Non, le couvre-feu est remis en vigueur car certains éléments palestiniens ont profité de la levée du couvre-feu pour créer de nouveaux désordres. » Et puis je vous l'ai dit, il y a quelques minutes, la radio palestinienne annonce « Nous manifestons en ce moment dans les rues d'Amman pour réclamer, là je les cite, le châtiment des bourreaux. » En tout cas, je crois que de tout cela, on peut dégager une première conclusion qui, elle, paraît certaine. Même à Amman, et malgré les succès sans doute remportés par les troupes du roi Hussein, les Palestiniens ont encore des positions et peuvent encore se manifester. Et puis, il y a maintenant la situation dans le nord du pays. Alors là, il apparaît bien que dans le nord du pays, dans cette zone qui est à Irbid, Mafraq, même Yarash, il apparaît bien là que les Palestiniens sont en force. Il y a eu encore cette nuit des bagarres, des combats extrêmement violents entre Palestiniens et Jordaniens, et puis on parle de plus en plus de nouveaux mouvements de troupes. Mouvements de troupes qui en fait vont en deux sens. D'une part, et là, les Israéliens le signalent, depuis les hauteurs du Golan, les forces syriennes descendent vers Irbid. Depuis Amman, des forces jordaniennes remontent vers le nord du pays. Il semble donc bien que de cette partie nord du pays, de violents combats sont en cours pour savoir qui dirige, qui commande, et il apparaît que dans cette région, les Palestiniens sont en force. Enfin, dernière chose, on parle maintenant de mouvements de troupes irakiennes. Ces troupes irakiennes se rendraient elles aussi vers cette région de Irbid, mais là on ne sait pas du tout si les Irakiens vont par là pour soutenir les Palestiniens ou pour soutenir les Jordaniens, c'est, je vous l'ai dit, la pleine confusion. Mais une première conclusion quand même, les Palestiniens ont marqué des points, leur résistance est assez forte et ils contrôlent en partie du moins le nord de la Jordanie. Et puis il y a hélas les conséquences tragiques de ces événements, de ces guerres. À Beyrouth, c'est l'arrivée des premiers blessés transportés par avion depuis Amman, les blessés de la guerre civile, et parmi eux une petite fille de 7 ans qui a été ramassée dans les rues et qui est arrivé à Beyrouth. Vous voyez là, à l'arrivée des avions, les blessés. Selon M. Arafat, le chef des Palestiniens, il y aurait déjà 8000 morts dans son camp, sans compter des dizaines de milliers de blessés, parmi eux des femmes et des enfants. Des images tragiques. Voici d'ailleurs le témoignage d'un responsable de la Croix-Rouge, M. Boissard, qui a vu ce qui se passait dans les rues d'Amman, Stéphane Paoli. À propos des blessés, certains d'entre eux sont retenus dans les maisons. Oui, j'en ai l'impression, je ne sais pas avec certitude car mon séjour a été très écourté et je n'ai pu me faire une idée complète. Nos deux équipes médicales sont très efficaces. Nous avons amené avec nous 8 tonnes de divers produits médicaux qui sont également d'une très grande utilité. Mais comme toujours, lorsque la situation est aussi confuse que maintenant, aussi longtemps que nous ne pourrons parcourir les rues, il sera difficile d'envoyer des médicaments et du personnel en grande quantité et de l'approvisionnement en vivres aussi. J'espère pouvoir me faire demain une idée plus précise sur la façon dont nous allons pouvoir envoyer là-bas du personnel de la Croix-Rouge. De toute façon, cette opération va être très lente. Oui, j'espère que ce ne sera pas trop long car la situation est urgente. J'espère que cela va se faire vite. I hope that tomorrow I am going to have a more precise idea to know how we can move, we Red Cross people. Whichever way you do it, it's going to be a very, very slow process then. Yes, I hope it won't be. Un communiqué qui nous arrive à l'instant et qui prouve à quel point la situation se détériore encore en ce moment même en Jordanie. Tout d'abord, un communiqué du FAT de Beyrouth. Ce communiqué dit « Amman est à moitié détruite, le camp palestinien Wadaat, qui est un bastion du FPLP de M. Habash à 80%, et la ville de Zarqa complètement détruite. » Et le communiqué d'El-Fat est le suivant. Le commandement général des forces révolutionnaires décide de ne pas prendre part au sommet arabe, de rejeter le cessez-le-feu et de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire. Et du Caire, une déclaration du ministre égyptien Ekal qui annonce que ni le roi Hussein ni les Palestiniens
ne prendront part à la réunion de la Ligue arabe prévue pour aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Anquery, il est temps maintenant d'essayer de dégager des leçons politiques, de voir les premières conclusions que l'on peut tirer en se montrant très prudent parce que la situation évolue très vite. Il devait donc y avoir aujourd'hui au Caire un sommet arabe, une réunion de la Ligue arabe. Qui va y participer et que peut faire cette Ligue arabe? Alors pour l'instant au Caire, il y a 6 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement. Syrie, Libye, Liban, Égypte, Soudan, Koweït pour les chefs d'État et Jordanie et Tunisie pour les premiers ministres. Les principaux absents sont donc du côté des progressistes, l'Algérie et l'Irak, et du côté des traditionalistes, le Maroc et l'Arabie saoudite. Plus importante encore est l'absence des 2 principaux rivaux, des 2 hommes, Yasser Arafat d'une part, le roi Hussein d'autre part. Alors que peut-on attendre de ce sommet? Il y a eu une idée qui a fait son chemin depuis quelque temps, c'est celle de l'envoi en Jordanie d'un corps expéditionnaire pan-arabe qui serait chargé de séparer les combattants et de maintenir le cessez-le-feu, de veiller au respect du cessez-le-feu. Reste encore à savoir si, devant l'absence du roi Hussein et de Yasser Arafat, les autres chefs d'État pourront prendre une telle décision, une décision qui n'était au fond qu'une solution d'urgence. En tout cas, les développements de ces dernières heures et le ton aussi bien maintenant en Jordanie par le maréchal Majaoui que du côté des Palestiniens laissent douter des possibilités d'une solution du côté seulement arabe. C'est évident. Alors, quels sont les autres éléments qui peuvent intervenir? On a évidemment parlé d'Israël. Il semble même que les Palestiniens aient accusé l'aviation israélienne, les Israéliens d'aider l'armée jordanienne. C'est de bonne guerre de la part des Palestiniens, mais je crois plutôt qu'Israël se maintient... Ça mériterait pour le moins confirmation avant d'être tenu pour une nouvelle. C'est cela. Je crois plutôt que pour l'instant, Israël se maintient sur la réserve, ce qui n'exclut pas du tout une intervention israélienne dans le cas où les Palestiniens arriveraient à se consolider dans le nord du pays, à constituer une sorte de zone palestinienne dans le nord de la Jordanie. Car évidemment, pour les Israéliens, il est difficile d'admettre que les Palestiniens puissent avoir un bastion bien à eux, à leurs frontières. Bien entendu. Restent maintenant les grands, et notamment les États-Unis, qui, dit-on, renforcent leur dispositif. Alors à ce sujet, je ne vous donnerai pas du tout mon avis personnel, mais je vous donnerai 2 avis autorisés. Le premier est celui du New York Times, qui est considéré comme le journal, le quotidien américain le mieux informé. Voici ce que ce matin écrit le New York Times. Une intervention des États-Unis doit être considérée comme un dernier recours désespéré devant être évité autant que possible. Vous voyez, le choix des termes parle tout seul. Le deuxième est celui de l'Orient, qui est un des quotidiens les plus estimé du Liban, de Beyrouth. Et voici ce qu'écrit l'Orient. Une intervention militaire américaine comporterait des conséquences désastreuses pour le régime hachémite de Jordanie, pour tous les régimes arabes pro-américains et plus généralement pour tous les régimes modérés, y compris celui du président Nasser. En fait, si vous voulez, on parle beaucoup de renforcement du dispositif militaire américain. Il y a en réalité 2 porte-avions, le Saratoga et l'Indépendance, qui se trouvent déjà à proximité de la Jordanie et des côtes jordaniennes. Les bases américaines de l'Allemagne fédérale ont été mises en état d'alerte et un autre porte-avions, le Kennedy, fait route en ce moment depuis les États-Unis en direction de la Méditerranée. Il reste que ces mouvements sont davantage, pour l'instant, des arguments diplomatiques que, je pense, des menaces tout à fait réelles. La conclusion que l'on peut en tirer dans l'immédiat, c'est que la résistance palestinienne et ses succès relatifs ont créé dans les faits un nouveau rapport de force, un nouvel état de fait auquel il faut maintenant trouver une solution politique. Et cette solution politique est un peu inacceptable, je dirais, pour presque tous les intéressés. Donc, situation en Jordanie extrêmement grave et, je crois maintenant, extrêmement dangereuse. En France, hier soir, différentes organisations d'extrême gauche avaient organisé à Paris, à la Mutualité, un meeting de soutien en faveur des Palestiniens. Stéphane Paoli. Devant des banderoles couvertes de slogans en arabe, 6 orateurs ont pris la parole pour dénoncer, je cite, le régime fasciste d'Amman et les régimes qui ont accepté le plan Rogers. Le représentant de l'Union générale des étudiants palestiniens en France a également pris la parole pour affirmer que la résistance palestinienne n'acceptera un cessez-le-feu qu'à 3 conditions: la chute du régime militaire fasciste d'Amman, le châtiment des traîtres et l'instauration d'un gouvernement national en Jordanie. Enfin, au nom de toutes les organisations présentes à cette réunion, un orateur a demandé à l'assistance de manifester dans la rue son soutien à la révolution palestinienne.
En politique française, les retombées politiques de l'élection de Bordeaux, de l'élection de M. Chaban-Delmas et de l'échec de M. Jean-Jacques Savant-Schreiber. Une réunion ce matin du bureau directeur du Parti radical socialiste, réunion au cours de laquelle M. Jean-Jacques Savant-Schreiber devait remettre, conformément à la promesse qu'il avait faite, son mandat de secrétaire général du parti. Guy Claes? Ah, je crois que nous avons un ennui. Guy Claes est sur place, mais allô? Bien, Guy Claes est sur place et nous rappellera pour nous dire quels sont les résultats de cette réunion du bureau du Parti radical socialiste. Un dernier point en politique française, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Lyon le procès de deux jeunes gens accusés d'avoir provoqué la mort d'un commissaire de police au cours des émeutes de mai 1968. Ce commissaire de police avait été écrasé par un camion. À Copenhague, au Danemark, depuis hier, la réunion du Fonds monétaire international et de la Banque internationale de développement. Une réunion très sérieuse, dirigée par M. McNamara, le patron de ce Fonds monétaire international, après avoir été le patron du Pentagone. Vous voyez d'ailleurs là les délégués qui arrivent à cette réunion du Fonds monétaire international. M. McNamara, une réunion qui aurait dû se passer dans le calme et qui, pour la réunion elle-même, s'est parfaitement passée dans le calme. Les hommes du Fonds monétaire international sont des gens fort sérieux, mais dans la soirée, des jeunes gens ont manifesté dans les rues de Copenhague. Ils ont manifesté avec beaucoup de violence contre cette réunion, et il y a eu de très vifs accrochages avec la police et de nombreux blessés. Vous voyez là une blessée justement parmi les manifestants. Alors, le Fonds monétaire international, qu'est-ce que c'est? Et qu'a-t-on dit hier à Copenhague? C'est la question que nous allons poser maintenant à Michel Tardieu. Michel Tardieu, que s'est-il passé hier à Copenhague? Bien, de l'avis des experts, des grands spécialistes monétaires, il ne s'est pas passé grand-chose, à l'exception bien sûr des bagarres dans les rues provoquées par les jeunes gens en colère. Mais je crois quand même qu'il s'est passé quelque chose de très important à l'Assemblée générale du Fonds monétaire, aussi bien qu'à l'Assemblée générale de la Banque mondiale. On a adopté pour la première fois depuis très longtemps un langage humain. Monsieur Pierre-Paul Schweitzer, le Français, directeur général du Fonds monétaire international, et Monsieur McNamara, l'Américain, président de la Banque mondiale, ont tous les deux pris des positions extrêmement simples. Ils n'ont pas pris le langage cher aux experts qui fourbissaient depuis de longs mois des solutions miracles, telles que les taux de change flottants ou rampants et autres armes très sophistiquées. Ils ont pris un langage très humain, je le répète. Et je crois que c'est en accord avec précisément les missions de la Banque mondiale et du FMI. Le FMI a été créé après la guerre pour veiller à maintenir un équilibre monétaire sur le plan international et pour veiller à ce que le commerce international se développe harmonieusement. Le commerce international, c'est très important pour nous tous, car si nous pouvons acheter chaque bien dans le pays où il est produit le moins cher, eh bien notre niveau de vie s'élève d'autant. Donc il faut que ce commerce international se développe. C'est la mission du FMI. Et la Banque mondiale, elle, était faite aussi après la guerre pour veiller à la reconstruction dans les pays qui avaient été sinistrés et pour veiller au développement des pays sous-développés. Eh bien, M. Schweitzer a dit le commerce international c'est très important, il faut donc tout faire pour le préserver et notamment il ne faut pas que les Américains, sous prétexte que leur monnaie est malade, que le dollar va mal, il ne faut pas que les Américains deviennent protectionnistes et qu'ils mettent des entraves à ce commerce international. Ça a été une des déclaration de M. Schweitzer, qui a dit par ailleurs que les Américains étaient comme tout le monde, qu'ils dépensaient trop pour ce qu'ils gagnaient et que, malgré leur richesse, ils ne pouvaient pas tout faire à la fois, qu'il fallait donc qu'ils se décident à rééquilibrer leur balance. Vous voyez, c'est le langage du bon sens. Quant à M. McNamara, il a été très brutal, il a parlé des pays sous-développés et en très gros, il a dit à tous ces experts rassemblés à Copenhague, il leur a dit « Vous êtes là en train de discuter pour savoir si tel pays doit augmenter son produit national de 1% de plus ou de moins, et pendant toutes vos belles discussions, la moitié du monde, eh bien, a faim. Et le problème fondamental, ce n'est pas l'inflation des prix dans tous les pays occidentaux, le problème fondamental, c'est l'inflation démographique qui fait que la population s'accroît terriblement vite, qu'il y aura de plus en plus de chômage, de plus en plus de famine, si tous les pays riches n'agissent pas rapidement. Et s'il n'y a pas quelque chose de fait, dans 30 ans, dit M. McNamara, le monde sera invivable. Et il a attaqué son propre pays, les États-Unis, en disant qu'il était inadmissible que les États-Unis, qui représentent à peu près 6% de la population mondiale, consomment 40% des richesses mondiales, et qu'il était inadmissible que les États-Unis aient tendance à réduire, comme beaucoup d'autres pays riches, leur aide aux pays sous-développés. En conclusion, M. McNamara a dit que c'était une folie extrêmement grave pour le monde entier, que le monde consacre 20 fois plus d'argent aux dépenses militaires qu'aux dépenses d'aide aux pays sous-développés.
Merci Michel Tardieu. Et en fait, les jeunes gens qui manifestaient hier soir dans les rues de Copenhague protestaient contre l'aide accordée par le FMI précisément à l'Afrique du Sud et à la Rhodésie, pays qui, disent-ils, en a beaucoup moins besoin que d'autres pays du monde sous-développé. Je crois que nous sommes maintenant en liaison avec Guy Claes, qui se trouve place de Valois, au siège du Parti radical socialiste, qui vient de tenir ce matin sa réunion de bureau. Guy Claes. Oui, Alain Cancès, c'est bien, cette réunion du bureau du Parti radical s'est terminée vers midi et demi, à 1h moins le quart, et à l'issue de cette réunion, M. Maurice Faure, dans une certaine bousculade, vous allez pouvoir le constater, a commenté un communiqué que vient de publier maintenant le Parti radical. Nous allons vous remettre un communiqué d'ailleurs très bref, qui vous indiquera que les discussions de ce matin, qui d'ailleurs n'ont même pas duré 2 heures, n'ont pas abordé la plupart des problèmes sur lesquels nous aurons à nous pencher dans quelques jours, puisque nous avons renvoyé au début d'octobre une nouvelle réunion de notre bureau. Nous avons pour le moment indiqué dans notre communiqué que nous maintenions notre stratégie politique à long terme, c'est-à-dire notre intention de participer à la création d'un grand mouvement de la gauche réformiste dans notre pays. Nous avons demandé à Jean-Jacques Servan-Schreiber, par 32 voix contre 9, à la suite d'un vote au bulletin secret, de conserver les responsabilités de secrétaire général du parti. Et nous avons décidé, d'ici 2 mois, de nous pencher surtout sur l'étude des questions municipales, en vue précisément des élections du printemps prochain, et de soumettre un ensemble de propositions au congrès ordinaire que notre parti tiendra à Paris les 4, 5 et 6 décembre prochains. Le Parti radical estime que l'élection de Bordeaux est une erreur de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le Parti radical lui demandant de conserver ses responsabilités, je vous laisse le soin d'en déduire que nous lui avons maintenu notre confiance. Est-ce que le problème des rapports avec le Parti socialiste a été abordé? Il sera abordé au début d'octobre, ce sera un des points essentiels de la réunion que nous aurons à tenir ce jour-là. Donc vous l'avez entendu, M. Servan-Schreiber est confirmé dans ses fonctions de secrétaire général du Parti radical. Et on peut dire, je crois que cette réunion n'a pas été trop dure pour lui, car en fait la plupart des opposants n'étaient pas là. Ni M. René Billère, l'ancien président du parti, ni un des anciens vice-présidents, M. Marcel Perrin. Le seul opposant présent, le seul opposant virulent, c'était M. Bérard Quélin, ancien trésorier du parti. Mais comment s'est passée cette réunion pour M. Servan-Schreiber? C'est ce que je lui ai demandé tout de suite après avoir rencontré M. Maurice Faure. La réunion a été dure pour vous? Non. Je suis un peu fatigué, mais la réunion n'était pas spécialement dure. Est-ce que vous avez toujours le sentiment d'avoir le Parti radical derrière vous, comme avant l'élection de Bordeaux? C'est pas un sentiment. Les journalistes m'amusent toujours beaucoup, surtout depuis 15 jours. Il y a eu un vote. Alors on n'est pas habitué à ce que le Parti radical vote, mais c'est une très bonne habitude de voter, vous savez. Quelquefois on gagne, quelquefois on perd, mais le vote est une bonne habitude. Alors 32 voix contre 9, c'est pas un sentiment, c'est un vote, si je puis dire, massif. C'est les 3/4 des votes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, d'ici le prochain congrès qui est au mois de décembre, donc le congrès du Parti radical? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Parce que vous trouvez que mon emploi du temps ces dernières semaines était trop léger. Je vais continuer à travailler, c'est-à-dire à développer le Parti radical, sur le plan politique général, préparer les municipales, comme nous l'avions indiqué. Et puis moi, comme vous le savez, j'habite Nancy, et je suis député de Lorraine, et je m'occupe de la Lorraine. Alors, ça fait beaucoup de choses à la fois. Si vous voulez m'en rajouter quelques-unes, mais je ne serai pas si facilement candidat à d'autres postes. Le Parti socialiste et la Convention vous manifestent une assez vive hostilité, je crois qu'on peut le dire. Ça vous inquiète pas? Non, j'ai même pas vu ça, non, j'ai pas lu ça. En tout cas, ils ne peuvent pas se passer du Parti radical. Alors, l'hostilité verbale est une chose, et puis le nombre de voix est une autre. Alors, quand on a à la fois les électeurs et que le Parti radical vous fait confiance, c'est pas très facile d'être longtemps hostile. Et moi, je ne suis hostile à personne. Donc, vous pensez que vous et le Parti radical pouvez reprendre un dialogue avec le Parti socialiste, par exemple? Bon, c'est pas à penser, c'est comme tout à l'heure, c'est pas un sentiment, c'est une certitude. Mais comment voulez-vous que le Parti socialiste reste tout seul avec le Parti communiste? C'est pas possible. Tous les députés maires socialistes sont élus avec nous, et bien entendu, le dialogue est évident, nécessaire pour tout le monde. Je vous remercie. Oui, ça ne sera peut-être pas si facile que cela, car vous savez que le Parti socialiste manifeste réellement une vive hostilité à M. Servan-Schreiber, au point que la plupart de ses membres estiment que le dialogue ne pourra pas reprendre avant que M. Servan-Schreiber ait quitté le Parti radical. Mais en tout cas, tout dépendra finalement de ce congrès du Parti radical qui se tiendra donc au début du mois de décembre. Voilà, Alain Cancès. Merci Guy Claes. François de Closet a un beau succès spatial pour les soviétiques, puisque la sonde Luna 16 revient sur Terre après avoir ramassé des échantillons sur la Lune. Alors tout d'abord... Oui. Oui. L'opération de retour, parce qu'elle revient, mais ne sont pas encore arrivés, c'est très difficile. Et déjà, le départ de la Lune a été quelque chose de très acrobatique. En effet, les Soviétiques ont fait directement s'élancer leur sonde vers la Terre au lieu de la satelliser.
Et en fait, en général, quand on arrive sur la Lune ou qu'on en reparle, les vols Apollo nous y avaient habitués, on se satellise parce que ça permet de prendre du temps pour mieux viser. Là, pas du tout. Les Soviétiques se sont lancés, du moins la sonde Luna 16 s'était lancée directement vers la Terre. Donc, difficulté pour la précision en particulier du tir, mais ils ont le temps de rectifier le tir. Et puis tout de même, retour dans l'atmosphère, ça va être très difficile, la sonde va revenir à la seconde vitesse cosmique, donc il y aura certainement séparation d'un compartiment propulsif et puis de la partie de rentrée qui doit avoir son bouclier thermique. Ce sera un peu la procédure d'un retour Apollo. L'opération Luna 16 est entièrement automatisée. Est-ce que c'est la renaissance de cette forme d'opération plutôt que les vols humains? Eh bien, cette forme de la conquête spatiale pour les Soviétiques, non seulement n'a jamais été abandonnée, mais a toujours été prédominante. Ce sont les Américains qui, peut-être trop tôt d'ailleurs, ont abandonné l'exploration automatique de la Lune pour le programme Apollo, pour l'arrivée de l'homme, qui avait surtout des raisons, vous le savez, de prestige. Mais à l'heure actuelle même, les Américains envisagent des programmes, par exemple, ils veulent adapter certains engins d'exploration martienne à l'exploration lunaire, ou bien faire ce qu'ils appelaient autrefois l'engin prospecteur, c'est-à-dire la petite chenillette automatique qui visitera la Lune, parce que c'est beaucoup moins cher. Le robot reprend le pas sur l'homme. En grande partie, et puis ça permet aussi de progresser davantage dans les automatismes, dans la technique. On peut dire que les Soviétiques ont un programme cohérent, qui est d'abord de robots, mais qui les conduit à l'homme, avec un automatisme complet. Et la question que vous n'aimez pas, François de Closet, après ce succès spatial soviétique, la comparaison avec les Américains? Eh bien, les Américains, donc, ils en sont partis tout de suite sur le thème de l'homme sur la Lune, et vous savez qu'ils se trouvent ensuite un peu en porte-à-faux, car ils terminent leur vol Apollo, ils s'en suppriment et ils n'ont pas beaucoup de programmes lunaires devant. Les Russes sont beaucoup plus lents, développent les automatismes, mais à travers tout ça, on voit très bien qu'ils peuvent, dans les années à venir, avoir un programme humain d'exploration de la Lune à très long terme. Alors l'un va plus vite, l'autre va plus lentement. François de Closet, 3 jeunes Américains voulaient faire un voyage beaucoup plus tranquille que le voyage vers la Lune. Ils voulaient quand même traverser l'Atlantique en ballon. Et ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Non, puisque ce voyage est actuellement dans une phase tragique. Ils sont naufragés et on les recherche. Mais si vous voulez, voyons tout d'abord le départ. C'était samedi après-midi, le départ de ce ballon. Free Life, c'était à New York. 2 hommes, une femme. Ils voulaient battre un record qui date de 1914 et qui, de distance libre parcourue en ballon, c'est à peu près 3000 km. Eux voulaient arriver jusqu'à Paris en 2 jours, en 8 jours ou plus, ça dépendait des vents. Et en fait, hier, on a perdu leur trace, semble-t-il à peu près à 1000 km de Terre-Neuve. Depuis, on les recherche, on n'a pas de nouvelles. Vous voyez le ballon, c'est un ballon qui fait à peu près 20 mètres de diamètre, 30 mètres de haut, qui surtout est gonflé à l'hélium. Vous le savez, c'est beaucoup moins dangereux que l'hydrogène. Donc actuellement, des recherches. Ces 3 hommes sont 3 naufragés dans l'Atlantique. Ils ont des émetteurs, on devrait tout de même les retrouver. Et la nacelle, je crois, est insubmersible. Donc il y a des bonnes chances de les retrouver vivants. Oui, pour le moment, il y a encore de l'espoir, mais enfin... Jean-Michel Leliot, le sport, d'ailleurs on l'avait presque abordé avec cet exprès sportif. Oui, pas grand-chose, si vous voulez, si ce n'est quelques résultats touchant à différentes disciplines. En football, ainsi, le résultat de négociation a permis au Yougoslave Ozim de jouer à Strasbourg dès demain contre Rennes. Et vous savez que c'est un match important parce que Rennes a fait une très belle démonstration dimanche. Et la lettre de sortie de Ozim que l'on attendait est arrivée ce matin à la Fédération française de football. Au tour automobile, il faut en parler, les coureurs sont maintenant vers la Baule sur le circuit d'Escoublac, exactement entre 11h30 et 16h45. Ils vont en découdre pour une épreuve de vitesse et ils arriveront ce soir très tard au circuit Bugatti où ils participeront à une autre épreuve de vitesse. Pour l'instant, vous savez que ce sont les Matra qui dominent évidemment avec le remplacement des pilotes puisque Depailler et Jabouille ont été remplacés par Pescarolo et Beltoise. Larousse est 3e et lui il est avec sa Porsche à 12 minutes 57 secondes et il attend évidemment une défaillance possible sur les circuits routiers des Matra qui tournent très très bien. En athlétisme, ce sera, et c'est officiel depuis hier soir, la rentrée de Bambuc. Vous savez qu'il avait quelque peu abandonné les stades. Il revient maintenant, il est militaire. Bambuc et Box-Berger qui participeront dans les rangs de l'équipe France au match France-Tchécoslovaquie samedi et dimanche à Colombes. Box-Berger a été chronométré hier en 1 minute 50 secondes, 2 dixièmes sur 800 mètres. C'est un très joli temps, il revient en forme.
Enfin, à l'épée, un résultat qui nous vient d'Ankara pour les championnats du monde, les soviétiques encore en tête évidemment, avec Nikanchikov qui est titulaire de la médaille d'or. Les Français sont bien débrouillés, Jacques Ladegaillerie est 4e et François Jeanne est 6e. D'autre part, les fleurettistes françaises participent à partir de cet après-midi au tournoi par équipe et ont une chance peut-être de monter sur le podium. Oui, mais Jean-Michel Lelio, l'America Cup. À l'America Cup, écoutez, il y a beaucoup de drames. Je crois que nous allons voir des images ici qui nous arrivent de Newport. Beaucoup de drames parce qu'on a vraiment l'impression, plus on avance vers les régates entre Gretel 2 et Intrépide, que les Américains ne veulent absolument pas laisser partir l'America Cup vers un autre continent, disons un autre pays, en l'occurrence l'Australie. Hier, il y a eu un petit ennui, paraît-il, au départ. Il y avait les deux voiliers qui étaient presque bord à bord, si l'on peut dire, et puis l'Intrépide, le Defender américain, s'est estimé gêné au départ. Il s'est estimé gêné, il a hissé le pavillon de réclamation, vous savez, et à l'arrivée, il a dit oui, au départ, le skipper a déclaré j'ai perdu quelques secondes. Je n'ai jamais pu les rattraper. Oui, mais c'est ça, il y a eu une réclamation, si vous voulez. Le Gretel a gagné et les Américains sont estimés gênés. Alors, la commission internationale, la commission de l'America Cup, a décidé tout simplement d'annuler la régate d'hier. Et en plus, non pas de l'annuler, mais de donner la victoire à l'Intrépide, ce qui fait 2 régates à 0. Vous savez qu'il en faut 4 pour triompher. Mais alors, Jean-Michel Lelio, qui compose ce jury qui a décidé cela? Malheureusement, des Américains. On peut dire malheureusement parce qu'avec, vous savez, les épreuves du France et puis les épreuves de Gretel, je vous le dis, ce n'est pas une certitude, mais on a l'impression vraiment que les Américains ne veulent pas perdre cette America Cup. Il faut rappeler au bilan que sur 56 régates, les Américains n'en avaient perdu que 7 jusqu'à présent, et la 7e, c'était contre le Gretel. Alors il va y avoir une autre régate cet après-midi. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de brouillard, autrement ce sera une réclamation. Il faut peut-être aller jusqu'à espérer que le Gretel 2 ne gagne pas, parce qu'autrement on va peut-être aussi vers une autre réclamation des Américains. En tout cas, ce sera difficile. Si les Australiens gagnent, chapeau. Bien, Jean-Michel Lelio, merci. Tous les petits-enfants de France savent qui est François Ier. C'est le roi qui a dit « Tout est perdu, fort l'honneur ». Mais ils peuvent en apprendre beaucoup plus en lisant un livre que M. Vladimir Porcher vient de consacrer à François Ier. M. Porcher a été interrogé par Jacques Legris. Ce qui frappe, M. Porcher, à la lecture de votre livre, c'est le rapprochement que vous faites entre le chevalier François, c'est-à-dire François Ier, et Gargantua, le fils de Rabelais. Oui, on a beaucoup dit que François Ier avait été le modèle de Rabelais pour ce Gargantua. C'est vrai, dans une certaine mesure. Il m'a paru intéressant de rechercher, d'essayer de faire apparaître la parenté qui existait entre ces deux contemporains, qui étaient vraiment très contemporains, puisque si l'on retient la date de 1494, un demi-millénaire en deçà de nous, ils seraient nés la même année, encore que la date de naissance de Rabelais soit incertaine. Soit controversé, c'est ça, oui. Mais ce qui frappe, c'est leur jeunesse. Oui, leur jeunesse est vraiment très singulière et elle s'apparente d'une certaine manière à la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très authentiquement français dans ce goût commun, dans cette parenté qui existait entre eux, dans ce goût commun du rire, d'un certain rire très français, qu'il soit naturel ou parfois simulé. Et du plaisir de la vie. Du plaisir de la vie, du goût de l'excès, de la surabondance, du goût de la farce, car il ne faut pas oublier que ce jeune roi, même après son couronnement, s'amusait à se travestir et à courir sur les toits comme un chat de gouttière avec ses compagnons et entrer dans les maisons, ce qui n'était vraiment pas tout à fait l'attitude convenue d'un roi de France. Oui. Alors on retrouve chez le roi François des traits que l'on retrouve chez Rabelais, dans le personnage de Panurge en particulier, pas seulement dans celui de Gargantua. Et l'on retrouve aussi chez l'un et chez l'autre la même horreur des cuistres, des pédants, de toutes les institutions qui se croient définitivement établies. Et l'on trouve aussi le même goût du vagabondage. Ce qui était en même temps une sorte de confiance en la vie, n'est-ce pas? Absolument. Absolument, c'est ce qu'il y a de plus frappant. C'est que dans un siècle où l'on vraiment pouvait douter sérieusement de la perfectibilité de l'être humain, malgré ce que la Renaissance apportait dans le domaine des arts, eh bien, ces deux êtres, l'écrivain
par sa plume, le roi par la persistance dont il a fait preuve dans la défense de l'esprit de tolérance, autant que cela lui a été permis, ont vraiment manifesté une confiance en l'être humain qui est assez surprenante. Mais votre chevalier, votre roi chevalier s'est transformé alors au cours de sa vie en un homme politique. Et oui, parce qu'il a dû comprendre à ses dépens, grâce à ses fautes d'ailleurs, aux fautes qu'il a commises, notamment à Pavie, que l'on ne pouvait pas se permettre de demeurer un chevalier au sens de ce mot, au sens que ce mot avait au Moyen-Âge, que c'était impossible et qu'un monarque, surtout quand un monarque voulait construire l'État, ce qui était son propos, ne pouvait pas éviter de devenir un homme politique. En somme, vous voyez dans François Ier un des premiers bâtisseurs de la royauté absolue. Certainement un des premiers bâtisseurs de la royauté absolue, mais autour ou à l'intérieur de cette monarchie absolue, un des premiers constructeurs de l'État. C'est en ce sens que l'on peut dire qu'il était à la fois un prince anachronique et un anticipateur. Presque un auteur de science-fiction politique, enfin, ou d'anticipation. D'anticipation. Je vous remercie. La Bourse de Paris maintenant, et Michel Tardieu, je suppose qu'à la Bourse, on est au courant de la découverte de gisements de pétrole effectuée par la société Phillips. Oui, effectivement, la Phillips Petroleum a retrouvé un nouveau gisement en mer du Nord et elle a trouvé ce gisement sur une concession qui n'appartient pas seulement à Phillips Petroleum, l'américain, mais aussi à Petrofina, au groupe belge Petrofina. Et aujourd'hui, Petrofina, que nous allons voir tout de suite, est pratiquement la seule valeur du marché qui monte. Vous voyez que Petrofina, le coteur est devant, mais voilà, Petrofina est à 322,80 maintenant, je crois, après 3 cours inscrits, et hier il était à 318,50, donc une des rares valeurs en hausse aujourd'hui à la Bourse de Paris. Vous voyez que toutes les autres colonnes, eh bien, ce sont hélas des baisses qui s'inscrivent. La nouvelle la plus importante pour la bourse aujourd'hui est quand même favorable, puisque c'est l'extension de la baisse du prime rate à de nouvelles banques aux États-Unis. Le prime rate, c'est le taux de base qui sert au calcul de tous les prêts bancaires des banques américaines. Et jusqu'ici, seules les petites banques avaient abaissé leur prime rate. Et M. Rockefeller, le président de la Chase Manhattan Bank, lors de son séjour à Paris, au début de la semaine, avait dit que les petites banques pouvaient beaucoup plus facilement manœuvrer sur leur taux d'intérêt que les grandes qui étaient liées aux conditions monétaires internationales. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, les grandes banques ont emboîté le pas. Ce sont aujourd'hui la Bank of America, la Chase elle-même et la Morgan Guaranty Trust qui abaissent leur prime rate de 8 à 7,5. Les grandes banques suivent, mais tous les banquiers ne sont pas enthousiastes. Certains font remarquer que l'insistance avec laquelle les autorités de Washington réclament cette détente des taux d'intérêt est un petit peu excessive et à leurs yeux un peu suspecte. Ils accusent le gouvernement américain de vouloir ainsi, en rendant l'argent plus facile, préparer les élections législatives de novembre, cela quitte à faire un petit peu d'inflation. Et disent-ils, ce n'est pas le moment, alors qu'à Copenhague, tous les experts sont en train de dire que jamais le monde n'a connu des tensions inflationnistes aussi fortes. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le prix de l'argent est en baisse et que c'est une bonne chose pour tous les marchés. Il est certain que la Bourse de Paris, notamment, ne pourra redémarrer que lorsque les taux d'intérêt seront redescendus des sommets sur lesquels ils se tiennent aujourd'hui. Bien sûr, surtout les taux d'intérêt à très court terme qui permettent de déposer de l'argent pratiquement à vue avec des taux élevés, mais même les taux d'intérêt sur les obligations qui restent quand même très élevés. Le grand emprunt du GIS qui a été lancé hier, eh bien, propose quand même un taux un peu supérieur à 8,5%, ce qui est toujours beaucoup. M. Jacques Ferry, d'ailleurs, le président du groupement de l'industrie sidérurgique, l'a souligné en présentant son emprunt et en disant que les conditions du marché obligeaient bien sûr à ces taux très élevés. En présentant son emprunt, il a également rappelé quelques dimensions caractéristiques de la profession sidérurgique en disant, par exemple, que les résultats financiers avaient doublé par rapport au chiffre d'affaires, en pourcentage du chiffre d'affaires, qu'ils avaient doublé en 1969 et que cette année, ils augmenteraient encore, toujours en pourcentage du chiffre d'affaires. M. Ferry a également précisé que le complexe sidérurgique de Fos n'aurait qu'un actionnaire, la Solac, mais qu'Usinor pourrait s'y intéresser d'une manière ou d'une autre, mais qu'en revanche, il n'y avait pour l'instant aucune participation étrangère d'envisager.
Quant à la consommation d'acier, selon M. Ferry, elle devrait doubler tous les 15 ans dans l'avenir. Au total, l'emprunt du GIS porte sur 444 millions de francs. Je vous rappelle que l'émission d'obligations convertibles de Michelin portait, elle, sur 400 millions de francs, et que la prochaine émission du Groupement des industries de la construction électrique, le GICEL, lui, portera sur 265 millions de francs. Vous voyez que tout ça, ça fait beaucoup de sous qui sont demandés à la bourse, qui pour l'instant les fournit sans trop de difficultés. Sur le marché de l'or, vous le voyez, on est plutôt ferme. Le lingot a pris 20 francs à 6 495. On était à 6 475 hier, la barre était en hausse aussi, et la plupart des pièces, notamment la pièce de 20 $ américaine, s'inscrivent aussi en hausse. Ce n'est pas étonnant, tant que la tension durera au Moyen-Orient, et surtout si elle s'aggrave, eh bien il y aura des gens pour acheter de l'or en prévision d'événements qui pourraient être plus graves. Ici, la Bourse de Paris, à vous Alain Cancès. Les nouvelles continuent à nous parvenir de Jordanie. L'essentiel, les combats continuent. Ni le roi Hussein, ni M. Arafat, chef des Palestiniens, ne participeront au sommet du Caire, à la Ligue arabe, qui doit se réunir aujourd'hui. Et il semble que les dirigeants de la République arabe unie n'aient guère confiance dans les représentants actuels de la Jordanie qui se trouvent au Caire. Voilà, notre journal est terminé. Bon après-midi.